Alors qu'elle embrassait le visage de sa fille de 9 ans pour lui faire ses adieux lors des funérailles, la mère découvrit quelque chose de choquant. Et ce qui se passa ensuite, le tapis du salon était jonché de poupées éparpillées un peu partout. Emilia riait doucement en lissant les cheveux de l'une d'elles avec un peigne cassé. La fillette n'avait que 9 ans, mais elle inventait déjà des histoires pour les poupées comme si elles étaient de vraies personnes. Laura était assise sur le canapé et la regardait avec tendresse. Elle tenait une tasse de thé dans sa main, mais ses yeux ne quittaient pas sa fille. Chaque fois qu'elle toussait, elle tendait la main et lui touchait le front. Il était chaud, certes, mais cela ne semblait pas grave. « Allez, ma chérie, bois un peu de thé, ça t'aidera », dit Laura en soufflant sur le liquide avant de l'approcher de la bouche de sa fille. « Oh, maman, mais c'est ta mère », dit Emilia en grimaçant et en cachant son visage derrière la poupée. Laura sourit ironiquement, ce sourire fatigué d'une mère qui veut cacher son inquiétude. Elle se pencha et embrassa longuement le front en sueur de la fillette, puis lui dit doucement « Ce n'est qu'un peu de fièvre. Demain, tu courras à nouveau partout. Tu verras. » Emilia se sentait tout à fait confiante. Si sa mère disait qu'elle allait guérir, alors cela devait être vrai. Elle retourna jouer, posant ses poupées sur le sol comme si elle dormait. « Regarde, maman, celle-ci est malade aussi, mais son amie va s'occuper d'elle, tout comme tu t'occupes de moi, » dit-elle en plaçant une petite couverture en tissu sur l'une des poupées. Le cœur de Laura se serra. Elle s'approcha, aida à arranger la poupée et caressa les cheveux de sa fille. « Et cette maman-là ne te laissera jamais seule. »« Oui, oui, » répondit Emilia dans un murmure avant d'émettre un petit rire. Laura lui essuya le nez avec un mouchoir et se dit à nouveau que ce n'était qu'un rhume comme tant d'autres. Les enfants tombent toujours malades de temps en temps, rien de grave. Pendant ce temps, l'horloge murale marquait le lent passage des heures. La pièce sentait le thé aux herbes et, en arrière-plan, on pouvait entendre la pluie frapper la fenêtre. C'était un après-midi simple et ordinaire, passé entre mère et fille, convaincue que tout irait mieux le lendemain. Laura ajusta la couverture sur les épaules de sa fille et la serra contre elle, sentant la chaleur de son corps. Elles restèrent là en silence pendant quelques instants, écoutant simplement leurs respirations respectives. En arrière-plan, Laura se répétait comme une prière. Ce n'est qu'un rhume, juste un rhume. Demain, elle se sentira mieux. Le petit matin était calme. Seule la pluie légère qui tombait sur le toit se faisait entendre. Laura dormait d'un sommeil léger, comme toujours lorsque sa fille avait un rhume. Soudain, un bruit étrange se fit entendre dans le couloir. Ce n'était ni un cri, ni une toux claire, mais un bruit étouffé, comme si quelqu'un bougeait dans son sommeil. Laura ouvrit les yeux, effrayée. L'horloge sur la table de chevet indiquait 3h17. Son cœur se mit à battre rapidement sans raison, et elle se leva rapidement, ses pieds nus touchant le sol froid. Elle se dirigea rapidement vers la chambre d'Emilia, poussant la porte en bois qui grinça doucement. La scène qu'elle découvrit la laissa figée. Emilia était allongée, les cheveux collés au front par la sueur. Ses yeux étaient entr'ouverts, mais vides. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait faiblement et irrégulièrement. Emilia murmura. Laura s'approcha, pensant que sa fille allait répondre. Elle toucha son bras. Son corps était très chaud, mais en même temps mou et faible. Elle se pencha et la secoua doucement. « Ma chérie, ouvre les yeux. C'est moi, maman. Allez, réponds-moi. » Et ça, Thomas... Silence. Aucun mouvement. Seulement le faible bruit d'une respiration laborieuse. La panique envahit Laura. Elle attrapa les épaules de sa fille et la secoua plus fort. « Emilia, réveille-toi, mon amour. Ne me fais pas ça. » La fillette ne réagit pas, la bouche entr'ouverte comme si elle voulait dire quelque chose, mais n'y parvenait pas. La sueur coulait sur son visage, mouillant l'oreiller. Laura sentit ses jambes fléchir. La chambre qui, quelques minutes auparavant, n'était qu'un lieu pour les poupées et les rêves d'enfance, lui semblait désormais étouffante, comme si elle ne pouvait plus respirer. Elle tremblait, ses mains ne sachant où se poser. Comment aider? Elle colla son oreille contre la poitrine de sa fille, à la recherche d'un son, de quoi que ce soit qui lui indique qu'elle était toujours là. Son cœur battait, mais lentement, lointainement, comme s'il voulait s'en aller à chaque seconde qui passait. « Mon Dieu, je t'en prie », murmura-t-elle, sans savoir si elle pleurait ou criait. Le désespoir la fit bondir. Elle prit Emilia dans ses bras, comme elle l'avait fait quand elle était si petite qu'elle ne savait pas encore marcher. Le corps léger de sa fille lui semblait désormais très lourd. Elle lui parla à l'oreille d'une voix tremblante, presque brisée. « Tiens bon, ma chérie, maman est là. Ne pars pas, je t'en prie. » Et dans cette pièce sombre, éclairée seulement par un rayon de lune, le temps s'arrêta.
Chaque seconde semblait une éternité. La plus grande peur de Laura n'était pas seulement de perdre sa fille, mais aussi le sentiment horrible qu'elle était déjà en train de s'éteindre et qu'elle ne pouvait rien faire. L'horloge continuait à égrener les minutes, mais pour Laura, ce petit matin semblait interminable. La sirène rompit le silence du petit matin, se mêlant au bruit de la pluie qui continuait de tomber. Lorsque l'ambulance s'arrêta devant la maison, Laura était déjà à la porte, débraillée, Emilia dans les bras, suppliant qu'on l'aide. 2 ambulanciers descendirent les escaliers en courant. L'un d'eux, plus jeune, apporta la civière. L'autre, plus expérimenté, s'agenouilla devant la fillette et plaça rapidement le stéthoscope sur sa poitrine, puis vérifia son pouls et sa respiration. Son visage devint grave et il évita de regarder Laura. « Comment va-t-elle ? Dites-moi s'il vous plaît » demanda Laura d'une voix tremblante. L'ambulancier ne répondit pas immédiatement, mais fit seulement signe à son collègue, et ensemble, ils allongèrent Emilia sur la civière et allumèrent rapidement le moniteur. Le son qui en sortit n'était pas celui que Laura voulait entendre. Un bip irrégulier et faible, comme si la vie s'échappait. « Dites-moi quelque chose !» cria-t-elle en attrapant l'un de leurs bras. Le plus âgé répondit à voix basse, presque comme s'il ne voulait pas qu'elle l'entende. « C'est très grave, très grave !» Ces mots frappèrent Laura en plein cœur comme un coup de poing. Le monde tournait autour d'elle, mais elle ne tomba pas. Elle courut derrière la civière jusqu'à l'ambulance et monta à bord sans demander la permission. À l'intérieur, des lumières blanches clignotaient. Les ambulanciers tentaient de réanimer Emilia. Masque à oxygène, compression thoracique, câbles reliés au corps fragile de la fillette. Le moniteur continuait à émettre son bip lent et douloureux. Laura se recroquevilla dans un coin de l'ambulance, frottant les petits pieds de sa fille avec ses 2 mains. Ils étaient froids. Elle les frottait comme si elle pouvait leur redonner de la chaleur. Elle approcha son visage et embrassa ses petits doigts, murmurant sans cesse « Tiens bon, ma petite, tiens bon, maman est là, ne pars pas, mon amour. » Des larmes coulaient, sans qu'elle s'en rende compte, mouillant les draps, les uniformes des ambulanciers, le petit visage de sa fille. Le plus jeune des ambulanciers dit d'une voix ferme mais hésitante « Madame, soyez forte, nous ferons tout notre possible. » Quand on assez, oh là. Mais Laura l'entendait à peine. Elle était perdue dans l'instant présent, parlant à Emilia comme si la petite fille pouvait l'entendre, comme si chaque mot était un fil qui la maintenait en vie. « Tu m'entends, ma chérie ? C'est moi, maman. Je te promets que je ne te laisserai pas partir. Tiens bon encore un peu, s'il te plaît. » L'ambulance filait à toute allure dans les rues mouillées. Chaque virage semblait durer une éternité. Le son du moniteur était déchirant, émettant des bips de plus en plus faibles à chaque instant qui passait. Laura ferma les yeux, serra les pieds de sa fille dans ses bras et pria de toute son âme. Au milieu du mélange de sirènes, de larmes et de prières désespérées, Laura n'était certaine que d'une seule chose. Elle ne lâcherait pas sa fille, quoi qu'il arrive. Les portes des urgences s'ouvrirent lorsque la civière fut amenée, les roues frappant le sol lisse avec un bruit qui résonna comme un coup de tonnerre dans le cœur de Laura. Elle courut sur le côté, essayant de les suivre, mais immédiatement, une infirmière leva les bras, lui bloquant le passage. « Madame, vous devez attendre ici. » Laura a essayé de passer en force, les yeux remplis de désespoir. « C'est ma fille. Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. » 2 médecins ont poussé la civière dans le couloir, qui était trop éclairé, presque cruellement avec sa blancheur. L'un d'eux, déjà loin, a tourné la tête un instant, a regardé Laura et a dit fermement, mais avec de la tristesse dans les yeux, « Nous ferons de notre mieux. » Laura resta immobile, le souffle coupé. Les sons se mélangeaient. Voix pressée, bip des moniteurs, bruit de pas précipités. Mais pour elle, tout devint soudain silencieux. Seul cet écho, « Nous ferons de notre mieux » se répétait sans cesse dans sa tête. Ses jambes se dérobèrent et Laura tomba à genoux au milieu de la salle d'attente, sans se soucier des regards des autres, sans se soucier du sol froid et sale. Sa respiration était courte et saccadée. Elle se couvrit le visage des 2 mains, mais elle ne pouvait retenir ses larmes. Elle coulait comme une cascade, mouillant ses vêtements et tombant sur le sol blanc de l'hôpital. Il n'y avait pas de mots, pas de cris, seulement des larmes. C'était un cri profond et silencieux, le genre de cri qui vient d'un endroit où il n'y a pas de fond. Tout son corps tremblait, se balançant doucement comme pour se réconforter, tout comme elle le faisait avec Emilia quand elle était bébé. Certaines personnes la regardaient avec compassion, d'autres détournaient le regard pour ne pas ressentir la même chose, mais rien n'avait d'importance. Le monde avait disparu. Seule cette porte fermée existait, et derrière elle, sa fille. Laura joignit les mains, les pressa contre sa bouche et murmura faiblement
Mon Dieu, ne me l'enlevez pas, s'il vous plaît. » Et là, agenouillée sur le sol froid, seule au milieu de tant de gens, elle s'abandonna à un chagrin total, car à ce moment-là, elle ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre et pleurer. L'horloge de la salle d'accueil semblait se moquer d'elle, ses aiguilles avançant lentement comme si le temps s'éternisait pour ne jamais s'arrêter. 3 heures sans nouvelles, sans réponse, sans que personne n'ait le courage de la regarder dans les yeux. Laura marchait en rond dans cet espace glacial, ses pieds nus dans ses chaussures usées tapant contre le sol. Le bruit résonnait en même temps que sa respiration agitée. Elle se rendit à la porte fermée des urgences, colla son oreille contre celle-ci, essaya d'entendre quelque chose, puis retourna s'asseoir sur le banc. Mais elle ne parvint pas à s'asseoir. Son corps semblait brûler de l'intérieur, comme s'il était sur le point d'exploser. « S'il vous plaît », suppliait-elle chaque fois qu'elle voyait passer une infirmière, « dites-moi quelque chose, comment va ma petite fille ?» Les réponses étaient toujours les mêmes. Un rapide signe de tête, un « attendez, madame », ou le silence cruel de ceux qui ne voulaient pas s'engager. Laura joignait les mains au-dessus de la fontaine, s'humidifiait les lèvres sèches et retournait à la même place. De temps en temps, elle serrait le collier qu'elle portait autour du cou et murmurait des prières précipitées, des mots confus sans ordre, juste des cris de l'âme. Elle ne savait plus si c'était le jour ou la nuit. Les lumières blanches de l'hôpital lui faisaient perdre toute notion du temps. Son corps était fatigué, ses jambes lui faisaient mal, mais son esprit ne s'arrêtait pas. Des images de sa fille en bonne santé, riant et courant, lui venaient à l'esprit comme des coups de couteau, jusqu'à ce qu'une porte s'ouvre et qu'un médecin sorte lentement, les épaules affaissées comme s'il portait un poids qu'il ne voulait pas supporter. Il s'approcha de Laura, qui courut vers lui et attrapa la manche de sa blouse. « Dites-moi, docteur, comment va ma petite fille ?» L'homme prit une profonde inspiration, détourna le regard un instant, puis parla doucement, la voix brisée. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Je suis désolé. » Ces mots la transperçaient comme des couteaux. Ses oreilles les entendaient, mais son esprit refusait de les accepter. Le monde autour d'elle disparut. Il n'y avait plus de bruit, plus de lumière, plus de passants, seulement un profond vide. La bouche du médecin bougeait encore, mais elle ne l'entendait plus. Peut-être essayait-il de lui expliquer, peut-être essayait-il de la réconforter, mais rien ne lui parvenait. Le son avait disparu, comme si elle était sous l'eau. Laura lâcha la manche du médecin, resta immobile pendant quelques secondes, puis laissa son corps tomber sur le banc le plus proche, les yeux ouverts, le regard vide. Des larmes coulaient sans qu'elle s'en rende compte. À l'intérieur, tout criait, mais à l'extérieur, il n'y avait que le silence le plus cruel qui soit, le silence de quelqu'un qui comprend que la vie ne sera plus jamais la même. Le couloir était silencieux. Seuls des bruits de pas lointains se faisaient entendre, et une forte odeur d'alcool emplissait l'air. Laura marchait lentement, guidée par une infirmière qui ne levait pas les yeux. Chaque pas lui semblait peser comme une charge insupportable, comme si le sol tirait sur ses jambes. Lorsque la porte de la chambre s'ouvrit, Laura retint son souffle. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Et puis elle la vit. Emilia était allongée sur la civière étroite, recouverte jusqu'au cou d'un drap blanc. Son visage semblait propre et paisible, comme si elle était simplement endormie. Ses joues avaient encore cette douceur enfantine que Laura connaissait bien. Pendant un instant, son esprit voulut croire qu'elle était simplement fatiguée et qu'elle se réveillerait bientôt. Laura s'approcha lentement, les mains tremblantes. Elle toucha les cheveux de sa fille, caressant les mèches collées par la sueur séchée. Ses doigts se bougeaient très prudemment, comme s'ils avaient peur de lui faire mal. « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible !» répéta-t-elle à voix basse, presque dans un murmure que seule elle pouvait entendre. Elle se pencha sur la fillette et embrassa son front. La froideur de sa peau lui transperça les lèvres comme de la glace. Laura ferma les yeux très fort, essayant de s'accrocher à cet instant, essayant de nier la vérité qui s'imposait à elle. « Réveille-toi, mon amour, c'est l'heure », murmura-t-elle en serrant sa petite main sous le drap. Rien, seulement le silence. Les larmes coulaient sans s'arrêter, mouillant l'oreiller. Laura posa sa tête près de celle de sa fille, comme elle le faisait quand Emilia avait peur du noir. Elle resta là quelques secondes, respirant profondément, comme si elle pouvait lui donner un peu de sa propre vie. L'infirmière s'approcha silencieusement et toucha doucement l'épaule de Laura. « Madame Laura ». Laura ne répondit pas. Elle secoua simplement la tête, serrant plus fort la main de sa fille. « Non, ne me l'enlevez pas, s'il vous plaît ». L'infirmière prit une profonde inspiration et insista doucement. « C'est l'heure, venez avec moi ». Laura finit par pousser un soupir brisé
et se leva, le corps lourd comme si elle avait perdu la force de vivre. Mais avant de partir, elle se retourna une fois de plus pour regarder Emilia, puis encore et encore. À chaque pas, elle s'arrêtait et se retournait, comme si elle essayait de garder cette image pour toujours, comme si elle ne pouvait pas la laisser partir. Presque arrivée à la porte, elle dit d'une voix tremblante, comme un dernier fil d'espoir, « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible !» Et elle quitta la pièce, guidée lentement, mais le cœur à jamais attaché à cette civière. La salle funéraire sentait les fleurs fraîches mélangées à la cire de bougies brûlées. L'endroit était rempli de gens silencieux, mais pour Laura, c'était comme si personne n'existait. Tout le monde avait disparu, et seul ce petit cercueil restait au centre de la pièce. Elle s'approcha lentement, comme si ses pieds ne lui obéissaient pas. Chaque pas lui faisait mal. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait en sentir les battements dans ses oreilles. Lorsqu'elle s'approcha, son souffle se bloqua dans sa gorge. Le cercueil était ouvert. À l'intérieur, Emilia portait la robe bleue qu'elle aimait tant, celle qu'elle demandait toujours à porter le dimanche. Le nœud dans ses cheveux était parfaitement arrangé, mais ses yeux fermés étaient sans vie. Elle ressemblait à une poupée endormie, intouchable. Laura posa ses mains sur le bord du cercueil, sentant la froideur du bois. Pendant un instant, elle crut qu'elle n'aurait pas la force de rester debout, mais elle prit une profonde inspiration et posa quelque chose qu'elle tenait près de sa poitrine. La poupée préférée d'Emilia, vêtue d'une robe rose. Le bras déjà engourdi à force de jouer avec ses doigts, elle posa, tremblante, la poupée à côté de sa fille, lui toucha doucement la main et murmura d'une voix presque inaudible. « Je te l'avais promis, tu te souviens, voici ta poupée, tu ne seras plus jamais seule. » Des larmes coulaient abondamment, mouillant son visage. Elle passa sa main dans les cheveux de sa fille, caressant chaque mèche comme si c'était la dernière fois. Elle embrassa son front, elle ferma les yeux et laissa le silence parler pour elle. Autour d'elle, certaines personnes sanglotaient, d'autres regardaient tristement, mais Laura ne parlait à personne. Elle ne répondit pas aux étreintes, elle n'accepta aucun réconfort. Elle se contenta de traîner une chaise, de s'asseoir à côté du cercueil et de rester là. Les minutes se transformèrent en heures. Elle ne quittait pas sa fille des yeux. Parfois, elle passait sa main sur la robe bleue pour la lisser, comme si Emilia pouvait être gênée par les plis. D'autres fois, elle lui saisissait le poignet et l'attirait vers elle, comme si elle avait besoin de s'assurer qu'elles étaient proches. Il n'y avait pas de mots, pas la force de crier, seulement le silence pesant d'une mère qui avait déjà tout donné et qui ne pouvait plus que veiller sur le monde entier. Elle aurait pu s'effondrer là. Laura ne bougeait pas. Elle restait là, à côté du cercueil, regardant sa petite fille jusqu'à ce que son âme se brise en 1000 morceaux. La porte du salon funéraire s'ouvrit lentement, laissant entrer une forte odeur d'alcool mêlée à celle des fleurs. Laura leva les yeux et son corps se raidit. C'était Miguel, le père d'Emilia, l'homme qui n'était presque jamais là, qui avait choisi l'alcool plutôt que sa famille. Il se promenait souvent en titubant, les yeux rouges. On ne savait pas si c'était à cause des pleurs ou de la gueule de bois, ses vêtements froissés, la barbe mal rasée. Quand il vit le cercueil, il s'arrêta un instant, comme s'il avait reçu un coup dans la poitrine. Puis il s'approcha rapidement, sans se soucier des regards. « Ma fille !» dit-il d'une voix pâteuse, pleine de douleur. Laura serra les poings, respirant profondément, essayant de se retenir. Elle se leva, prête à l'arrêter, mais Miguel était déjà devant le cercueil, les deux mains tremblantes, appuyées sur le bois, pleurant bruyamment. « Pardonne-moi, Emilia. Oui, pardonne-moi !» sanglota-t-il en laissant son corps tomber sur le bord. « Je n'ai jamais été un bon père, jamais, mais je te jure que je t'aimais, je t'ai toujours aimé. » Les larmes coulaient sans contrôle, mouillant sa barbe hirsute. Il se pencha et, entre deux sanglots, embrassa le visage froid de sa fille. Le bruit des pleurs remplissait la pièce, fort et désespéré. Laura ne pouvait plus le supporter. Elle lui saisit fermement le bras et le tira en arrière. « Arrête, Miguel !» dit-elle d'une voix ferme, pleine de rage et de douleur. « Tu viens pleurer maintenant ? Où étais-tu quand elle te cherchait ?» Il essaya de se libérer, mais il ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Il baissa la tête, murmurant entre deux sanglots. « J'ai échoué. J'ai échoué en tant qu'homme, en tant que père. »« Oui, tu as échoué !» cria Laura, les larmes coulant sur son visage avec sa fureur. « Et maintenant, tu n'as plus le droit d'être ici. Sors !» Pendant un instant, Miguel resta immobile, le visage couvert de larmes, le corps chancelant à cause de l'alcool. Puis, trop faible pour dire quoi que ce soit, il se retourna et sortit en traînant les pieds, ne laissant derrière lui que la forte odeur d'alcool et l'écho de ses regrets. Le silence envahit à nouveau la pièce.
Laura respirait bruyamment, ses mains tremblaient encore. Elle retourna vers le cercueil, s'assit sur la chaise et prit la main de sa fille. Elle la serra fort, comme quelqu'un qui s'accroche à la dernière corde qui le maintient en vie. Elle caressa les petits doigts, passant son pouce sur la peau froide et murmura presque sans voix, laissant son cœur parler. « Ne me quitte pas toi aussi, mon amour. Ne me quitte pas toi aussi. » Et elle resta ainsi pendant des heures, sans bouger, pleurant doucement comme si tout le monde avait disparu et qu'il ne restait plus qu'elle et cette petite main qui ne serrerait plus jamais la sienne. Laura était assise là, à côté du cercueil, le corps fatigué mais incapable de s'éloigner, ne serait-ce qu'une seconde, les yeux rougis d'avoir tant pleuré qu'ils pouvaient à peine rester ouverts. Mais elle continuait à regarder chaque détail de sa fille comme si elle voulait tout graver dans sa mémoire. La robe bleue, le nœud dans ses cheveux, les cils délicats reposant sur sa peau pâle. Soudain, alors qu'elle lissait le tissu de la robe pour qu'il ne se froisse pas, ses doigts touchèrent quelque chose de froid caché sous le col. Elle le sortit délicatement, et le voilà. Un simple collier avec un cordon usé et un pendentif en forme de cœur sur lequel était gravée une seule lettre. Laura porta sa main à sa bouche, essayant de retenir les larmes qui jaillissaient de l'intérieur. Ce souvenir la frappa comme un coup de poing. Elle se souvenait parfaitement du jour où elle avait fabriqué ce collier de ses propres mains à partir des restes d'un charme bon marché. Emilia n'avait que 7 ans lorsqu'elle l'avait reçu. « Regarde, maman, il y a mon initiale dessus !» avait crié la fillette en riant et en sautillant. « Bien sûr, parce que tu seras toujours à moi !» avait répondu Laura à ce moment-là en serrant sa fille dans ses bras. Et maintenant, ce même collier était là, posé sur la poitrine immobile de la fillette, symbole d'un amour qui ne mourrait pas, même si tout semblait perdu. Laura serra le pendentif dans sa main, comme si elle pouvait faire revivre ces moments, comme si elle pouvait ramener sa fille à la vie, rien qu'en le touchant. Les larmes coulaient à nouveau sans qu'elle puisse les retenir, mouillant sa robe bleue. Elle ferma les yeux, posa son front contre le bord du cercueil et murmura entre deux sanglots. « Tu seras toujours à moi, Emilia, toujours. » La voix lui brisa le cœur. Elle sentit son cœur se briser en 1000 morceaux dans sa poitrine. Laura se pencha et embrassa le visage de sa fille, d'abord doucement, puis plus longuement, comme si elle n'était plus pressée, comme si le monde entier s'était arrêté à cet instant. Les larmes coulaient, glissant sur sa peau froide. C'était comme si chaque goutte était une partie de son âme qui se détachait, essayant de combler le vide impossible. Le collier bougeait doucement, reflétant la faible lumière de la pièce. Pour Laura, ce petit cœur n'était pas seulement un charme, c'était la preuve d'un amour que même la mort ne pouvait effacer. Et elle resta ainsi, serrant le collier, pleurant doucement, comme si elle pouvait encore embrasser sa fille avec des mots et des larmes, sans jamais la laisser partir. Laura était si fatiguée de pleurer qu'elle ne savait plus si elle avait encore des larmes. La main tremblante, elle lissa une fois de plus les cheveux de sa fille et se pencha sur le cercueil. Elle approcha ses lèvres, comme elle le faisait chaque soir avant qu'Emilia ne s'endorme, et embrassa sa joue froide. Mais soudain, quelque chose l'arrêta. Ses lèvres ne sentaient pas la glace dure qu'elle connaissait si bien. Il y avait une chaleur très légère, très douce, mais elle était bien là. Laura ouvrit grand les yeux. Son cœur se mit à battre à toute vitesse. Elle la toucha à nouveau rapidement, comme si elle avait peur d'avoir imaginé des choses. Elle fronça les sourcils, puis ouvrit la main et pressa sa paume contre le visage de sa fille. Non, ce n'est pas possible. Sa voix se transforma en un cri brisé. Les personnes autour d'elle se retournèrent, perplexes. Laura, tremblante, regarda tout le monde et cria « Elle est chaude, ma fille est chaude !» Le silence envahit la pièce. Personne ne respirait. C'était comme si l'air s'était évaporé. Le médecin du funérarium, qui se trouvait dans un coin, s'approcha d'un pas lent et hésitant. Ses yeux reflétaient le doute, la peur et l'incrédulité. Il tendit la main et toucha très prudemment la joue de la fillette avec 2 doigts. Il resta immobile pendant quelques secondes, puis son visage pâlit soudainement. « Ne la touchez plus !» cria-t-il d'une voix forte. « Appelez une ambulance immédiatement !» Un murmure se propagea. Certaines personnes coururent, d'autres reculèrent, d'autres encore se couvrirent de la bouche, incapables de croire ce qu'elles voyaient. Les sanglots étouffés se transformèrent en cris nerveux et en pas précipités. 2 chaises bougèrent. Laura, affaiblie, tomba à genoux devant le cercueil. Ses mains frappaient sa poitrine. Tout son corps tremblait, mais ses yeux ne regardaient qu'Emilia. Entre 2 sanglots, elle cria de la voix la plus pleine d'espoir qu'elle ait jamais eue. « Tu es là, ma fille. Tu n'es pas partie. Tu es là. » Elle tendit à nouveau les mains, touchant les pieds de sa fille.
sentant chaque détail, chaque signe qu'il y avait encore de la vie. Et là, dans ce mélange de douleur et d'espoir, l'impossible se produisit sous les yeux de tous. La mort, qui semblait certaine, céda la place à une flamme fragile mais vivante. Laura pleura, mais ses sanglots n'étaient plus seulement dus à la douleur, ils étaient aussi dus à la surprise, à la foi, à une joie désespérée que personne dans cette pièce n'oublierait jamais. La sirène de l'ambulance déchira le petit matin comme un cri désespéré. Les lumières rouges et bleues se reflétaient sur les murs des maisons, les fenêtres fermées et les poteaux, mouillés par la pluie de la nuit. À l'intérieur du véhicule, la tension était palpable. Sur la civière, le corps fragile d'Emilia semblait trop petit, perdu parmi les câbles, les tubes et les machines. Le moniteur cardiaque émettait des bips à intervalles irréguliers, chaque son faible mais présent ressemblant à un miracle. Laura s'agenouilla à côté de sa fille, ignorant la douleur dans ses genoux sur le sol métallique froid, tenant la petite main d'Emilia comme si ce contact était le dernier fil qui la maintenait en vie. Elle ne pouvait s'empêcher de regarder le visage de la fillette, à la recherche du moindre signe, du moindre mouvement. « Je suis là, mon amour. Maman est là. Tiens bon, ma chérie. Tiens bon encore un peu. » répétait-elle sans cesse, la voix brisée entre les sanglots et les phrases précipitées. Les ambulanciers se regardèrent rapidement, pleins de doutes et d'incrédulité. Personne ne dit rien à voix haute, mais la question était écrite sur leur visage. Comment est-ce possible ? Comment quelqu'un qui était dans un cercueil peut-il maintenant avoir un rythme cardiaque ? L'un d'eux ajusta l'oxygène, un autre vérifia les chiffres sur le moniteur. Mais tous deux évitèrent de regarder Laura directement, comme s'ils avaient peur de briser cet espoir fragile. Laura, cependant, ne se souciait pas de ce que les autres pensaient. Elle ne voyait que sa fille. Les larmes continuaient de couler, mouillant la petite main qu'elle tenait. Elle porta les doigts de la petite fille à son visage, les embrassa et les pressa contre sa joue comme si elle voulait lui redonner de la chaleur. « Tu m'entends, mon amour ? Ne me quitte pas, ne me quitte pas. » Sa voix tremblait, mais elle était forte, pleine de foi. Le moniteur se remit à biper, de manière irrégulière mais constante. Laura ferma les yeux et pleura encore plus fort, comme si chaque bip était la preuve qu'il y avait encore de la vie. L'ambulance filait à toute allure dans les rues du Texas, rebondissant à chaque virage. À l'intérieur, tout l'univers de Laura se trouvait sur cette civière, dans ce faible bip et dans cette petite main qu'elle ne lâcherait pour rien au monde. C'était une course contre la montre, une course pour la vie, et Laura n'avait aucun doute. Si nécessaire, elle donnerait sa propre vie pour que sa fille puisse continuer à respirer. Le couloir de l'hôpital sentait le désinfectant puissant, mêlé au pas précipité de l'équipe qui transportait Emilia directement aux urgences. Laura suivait derrière, trébuchant presque, ne lâchant pas la main de sa fille jusqu'à la dernière seconde où on le lui permit. Lorsque la porte se referma, elle resta dehors, le cœur serré, attendant un mot, n'importe quel mot. Peu après, la porte s'ouvrit et un médecin en blouse blanche entra. C'était le docteur Ramirez, le visage grave et l'air fatigué. Il fit signe à Laura d'entrer. Emilia était allongée sur un brancard, reliée à des machines. Le bruit continu du moniteur cardiaque remplissait le silence. Laura courut vers le lit, saisit la main de sa fille et pleura de soulagement, en voyant qu'elle était encore en vie. Ramirez examina la fillette en silence, mesurant ses signes vitaux, vérifiant son pouls et testant ses réflexes. Puis il prit une profonde inspiration, retira ses lunettes et parla lentement, choisissant chaque mot avec soin. « Elle est dans un coma profond », dit-il. Mais il fit une pause, comme si la phrase suivante était difficile à prononcer. Comment pouvait-on la déclarer morte ? Laura leva les yeux, les larmes aux yeux, confuse, incapable de croire ce qu'elle entendait. Elle sortit de sa poche froissée le certificat de décès qu'on lui avait remis quelques heures plus tôt et le lui tendit d'une main tremblante. Ramirez prit le document et le lut en silence. Son expression changea, passant d'abord à la surprise, puis à l'incrédulité, et enfin à une profonde lassitude. Il ferma les yeux pendant quelques secondes, appuyant sur l'arête de son nez. « Je sais que c'est trop grave », murmura-t-il presque pour lui-même. Laura lui saisit le bras désespérément. « Dites-moi la vérité, docteur. Ma fille est-elle vraiment en vie ?» Il la regarda sérieusement, d'une voix basse mais ferme. « Oui, madame, votre fille est en vie, et cela change tout. » Laura porta sa main à son visage, sanglotant entre le choc et l'espoir. Le document tomba de ses doigts et glissa sur le sol froid, mais elle s'en moquait. Elle ne pouvait que regarder Emilia, respirant silencieusement, et répéter à voix basse, comme une promesse brisée qui renaissait à présent. « Je t'attends, mon amour, comme toujours. » Laura s'assit sur le banc dur dans le couloir, les yeux rougis par les larmes, mais l'esprit en ébullition.
Emilia était vivante, elle respirait encore, elle était toujours là, mais la douleur qu'elle ressentait à présent était différente. Comment avait-il osé la mettre dans un cercueil? Qui avait signé ce document? Qui avait décidé que sa fille n'était plus en vie? Le cœur lourd et la rage grandissant dans sa poitrine, elle se leva et marcha dans le couloir, chaque pas résonnant comme un cri silencieux. Elle demanda à une infirmière où se trouvait le bureau administratif. La femme hésita, baissa les yeux, mais désigna du menton une porte grise au bout du couloir. Laura frappa bruyamment. Personne ne répondit, mais elle ouvrit la porte quand même. À l'intérieur, 2 hommes en blouse blanche et une femme en tailleur étaient assis autour d'une table couverte de papier. Ils furent tous surpris par son entrée. « J'ai besoin de réponse », dit Laura d'une voix ferme, même si elle tremblait légèrement. « Qui a déclaré ma fille morte? Qui a signé ce document ?» Les 3 se regardèrent rapidement. L'un des médecins toussa, mélangeant les papiers comme s'il voulait se cacher derrière eux. La femme en tailleur essaya de rester calme, mais elle ne pouvait pas regarder Laura dans les yeux. C'est le plus jeune qui rompit le silence avec un sourire faible et gêné. Il parla d'un ton froid qui transperça Laura comme un couteau. « Madame, vous devriez être reconnaissante que votre fille soit en vie. » Elle se demanda si les choses auraient pu être différentes. Laura se figea. Ces mots la blessèrent profondément, laissant un vide dans sa poitrine. Pendant un instant, elle se sentit faible, presque impuissante. Elle déglutit, les yeux à nouveau remplis de larmes. Oui, les choses auraient pu être différentes. Elle aurait pu être en train d'enterrer sa fille à cet instant précis. Mais bientôt, la colère revint avec plus de force que la peur. Elle s'avança, pointant son doigt tremblant vers eux. « Ne me dites pas que je devrais être reconnaissante. Ma fille était sur le point d'être enterrée vivante, et vous voulez que je me taise ?» Le silence envahit la pièce. L'atmosphère était pesante. Personne n'osait répondre. Laura prit une profonde inspiration, essayant de se calmer, mais sa voix était encore brisée par la douleur. « Je ne vais pas me taire. Quelqu'un doit faire face à cette situation. Quelqu'un doit me dire la vérité. » Et à ce moment-là, même si elle était seule, face à des regards cachés et des murs remplis de silence, Laura savait qu'elle ne se reposerait pas tant qu'elle n'aurait pas ouvert cette porte que tout le monde voulait garder fermée. Laura s'assit dans le couloir, fixant le sol blanc qui scintillait sous la lumière froide des couloirs. Ses mains étaient jointes, tremblantes, comme si elles essayaient de retenir à la fois sa colère, sa peur et sa douleur. Elle ne savait plus vers qui se tourner, qui écouter, à qui faire confiance. Tout le monde semblait vouloir réduire sa douleur au silence. C'est à ce moment-là que le docteur Ramirez apparut. Il s'approcha lentement, une pile de papier sur la poitrine. Il n'avait pas la posture rigide des autres médecins. Son regard ne se détournait pas du sien, et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, de l'humanité. « Madame Laura », commença-t-il à voix basse, presque prudemment, « je suis désormais responsable du cas de votre fille. » Laura leva les yeux, méfiante. Ramirez tira une chaise et s'assit à côté d'elle. Pendant quelques secondes, il resta silencieux, comme s'il respectait le poids de sa douleur. Puis il poursuivit. « J'ai entendu tout ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait à Emilia. Et je veux que vous sachiez une chose. S'il y a eu une erreur, quelqu'un doit en assumer la responsabilité. » Ces paroles furent un choc. Personne n'avait dit cela jusqu'à présent. Tout le monde lui avait simplement demandé de se taire, d'être patiente, d'accepter. Mais là, à ce moment précis, quelqu'un reconnaissait enfin que quelque chose n'allait pas. Laura porta la main à sa bouche, essayant de retenir ses larmes. Les larmes revinrent, mais cette fois, elles n'étaient pas dues à la solitude. Elles étaient dues au fait que, pour la première fois, quelqu'un était de son côté. « Docteur », murmura-t-elle d'une voix tremblante, « je pensais que personne ne m'écouterait. Tout le monde veut que je me taise. Mais ma fille, ma fille… » La phrase se perdit dans ses sanglots. Ramirez se pencha, posa une main sur son épaule et dit fermement, sans hésitation, « Non, madame, vous n'êtes pas seule, et je ne vais pas me taire non plus. » Laura se laissa tomber en avant, se couvrant le visage de ses mains, pleurant sans crainte pour la première fois depuis que tout avait commencé. Elle pleurait devant quelqu'un qui n'était pas sa fille. Elle pleurait parce qu'elle avait enfin trouvé une oreille attentive, un regard qui ne se détournait pas. Ramirez ne dit rien d'autre. Il resta simplement assis là, la laissant pleurer. Parfois, le silence est aussi une réponse, mais ce silence n'était pas un silence d'abandon. C'était un silence de présence. Et dans ce couloir froid, où auparavant il n'y avait eu que de la solitude, Laura sentit qu'elle ne portait plus seule le poids insupportable de la vérité. Ramirez était dans son bureau, les lumières tamisées, une pile de papier sur son bureau. Il prit le dossier d'Emilia,
et commença à en examiner chaque détail. Le papier était froissé et taché, comme si quelqu'un l'avait touché à la hâte. Son regard s'arrêta d'abord sur l'heure d'admission. Il indiquait que la jeune fille était arrivée bien plus tôt que ce que Laura avait dit. Il fronça les sourcils et vérifia à nouveau, en comparant avec d'autres documents. Il y avait une contradiction évidente. Puis il vit quelque chose d'encore pire. Le nom du médecin responsable de l'admission était écrit de manière étrange, avec des ratures et une signature précipitée. Il passa la main sur son visage, prit une profonde inspiration et murmura « Cela a été modifié. Quelqu'un a voulu cacher quelque chose. » Son cœur se mit à battre plus fort. Il savait que s'il continuait, il risquait d'avoir des ennuis avec des personnes influentes de l'hôpital, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas rester silencieux. Il prit un stylo, rédigea rapidement quelques notes et conserva des copies des documents. Pendant ce temps, dans le couloir, Laura était toujours assise comme d'habitude, à côté de la chambre de sa fille. Son visage semblait fatigué, ses yeux enfoncés, mais elle ne bougeait pas. C'est alors qu'une femme en uniforme blanc s'approcha, marchant lentement et regardant de gauche à droite avant de parler. C'était l'infirmière Soledad. Elle s'accroupit à côté de Laura et lui parla presque dans un murmure. « Madame, j'ai vu ce qui s'est passé cette nuit-là, je l'ai vu. » Laura leva les yeux, surprise. Elle lui saisit la main. « Qu'avez-vous vu ? Dites-moi, Soledad. » Elle a pris une profonde inspiration, tremblante, les yeux remplis de larmes. Sa fille est arrivée en très mauvais état, oui, très faible, mais elle n'était pas morte. Je le sais parce que je l'ai examinée. Elle avait un pouls, elle respirait. Laura a senti son corps se refroidir, son cœur s'emballer. Alors pourquoi ont-ils dit qu'elle n'était plus en vie ? L'infirmière a baissé la tête en pleurant doucement. C'était un désordre. On nous a dit que nous devions le signaler ainsi. Je ne voulais pas. Dieu sait que je ne voulais pas. Les mots sortirent entre deux sanglots. Ça ne devait pas se passer comme ça. Laura lui serra la main très fort, les larmes coulant sans discontinuer. Ils allaient enterrer ma petite fille vivante. Soledad porta la main à sa bouche, essayant de ne pas pleurer. Ses yeux tremblaient de peur. « Pardonnez-moi, madame, pardonnez-moi. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Si je parle, je risque de perdre mon emploi. » Laura lui saisit le visage entre ses mains, le cœur brisé. « Non, non, merci de me l'avoir dit. Merci d'avoir eu le courage de le faire. » Elles restèrent toutes les deux là, en silence, à pleurer, l'une par culpabilité, l'autre par la douleur d'avoir failli tout perdre. Au bout du couloir, Ramirez observait la scène de loin. Il était désormais certain que cette histoire était pleine de mensonges, et plus que jamais, il savait qu'il devait aller au fond des choses. Le document parvint à Laura par l'intermédiaire d'un employé de l'hôpital. C'était une feuille blanche avec des lettres froides et formelles. Elle la déplia rapidement, les mains encore tremblantes, et commença à lire à voix basse. « Nous vous informons que ce qui s'est passé était une erreur rare qui a déjà été maîtrisée. L'hôpital réaffirme son engagement envers la vie et la sécurité de tous les patients. » Laura resta immobile pendant quelques secondes, les yeux fixés sur ces mots vides de sens. Son cœur était rempli de rage, son visage se mit à trembler, puis soudain, elle froissa le papier avec force, le déchira en morceaux et le jeta par terre. Maîtrisant sa colère, elle cria, sa voix résonnant dans le couloir. « Ma fille est entre la vie et la mort, et ils disent que tout est sous contrôle. » Certaines personnes se retournèrent pour regarder, mais Laura s'en moquait. Elle respirait bruyamment, comme si sa poitrine allait exploser. Elle marcha jusqu'à la porte de la chambre d'Emilia, appuya son front contre le bois froid et laissa à nouveau couler ses larmes. « Rien n'est sous contrôle », murmura-t-elle quelques jours plus tard, lorsqu'elle crut ne plus avoir aucune force. Quelqu'un avait laissé un exemplaire d'un petit journal local sur le banc de l'hôpital. Laura le ramassa sans grand intérêt, mais le titre en grosses lettres fit trembler ses mains. Une fillette presque enterrée vivante à cause d'une erreur médicale. Les mots semblaient hurler depuis le papier. Laura sentit son sang se glacer. Elle eut l'estomac noué. Elle pressa le journal contre sa poitrine, comme s'il était trop lourd. À ce moment-là, ce qui était une douleur privée devint public. Et cela ne s'arrêta pas là. La nouvelle commença à circuler sur les stations de radio locales, puis sur les sites web, puis sur les réseaux sociaux. En quelques heures, tout le pays parlait de l'affaire. Des gens qu'elle n'avait jamais vus parlaient de sa fille, parlaient d'elle, parlaient de la tragédie. Laura avait peur, peur que cela ne fasse qu'empirer les choses. Peur des représailles, peur de voir la souffrance de sa fille transformée en spectacle. Mais en même temps, quelque chose s'est enflammé en elle. Maintenant, le monde était au courant. Maintenant, il ne pouvait plus faire taire sa voix. Elle a pris la main d'Emilia, qui était toujours allongée, immobile, et lui a parlé doucement, comme si sa fille pouvait l'entendre. « Mon amour, maintenant tout le monde sait ce qu'ils t'ont fait.
Et pour toi, je n'aurais pas peur. Le cœur de Laura était brisé, mais parallèlement à la peur, une nouvelle force grandissait en elle, une force qui venait de sa fille, de la vérité et d'une foi que personne ne pouvait lui enlever. Cette nuit-là, l'hôpital était silencieux. Seul, le bruit des moniteurs venait rompre le silence des couloirs. Laura était assise à côté du lit de sa fille, son téléphone portable à la main. L'écran illuminait son visage fatigué, ses yeux rougis par les larmes. Depuis que la nouvelle avait été publiée dans les journaux, le téléphone n'avait cessé de sonner. Les messages arrivaient les uns après les autres, par centaines. Elle ouvrit le premier. « Reste forte, maman. Nous prions pour toi. » Puis un autre. « Mon fils a également été victime d'une erreur médicale, mais je n'ai pas eu la même chance. Il n'est pas revenu. » Laura fit une pause. Son cœur se serra et ses yeux se remplirent à nouveau de larmes. Elle pressa le téléphone contre sa poitrine, prit une profonde inspiration et ouvrit d'autres messages. Certains étaient réconfortants, d'autres encourageants, tous empreints de douleur. Des mères de nombreux endroits racontaient leur histoire, leurs pertes, leurs combats. « Je te comprends, ma sœur. Mon bébé est mort dans mes bras à cause d'un diagnostic erroné. Bats-toi pour elle. Bats-toi pour nous toutes. » Chaque mot lui faisait mal comme un coup de couteau, mais en même temps, elle les acceptait. Laura ressentait la douleur des autres mères comme si c'était la sienne, et d'une certaine manière, c'était le cas. Les doigts tremblants, elle répondit à certaines d'entre elles. Elle écrivit lentement, sans force, mais avec un cœur ouvert. « Merci, merci de partager votre douleur avec moi. Je ne sais pas comment continuer, mais je vais me battre pour ma fille et pour tous les enfants qui ne sont pas revenus. » Lorsqu'elle eut fini d'écrire, des larmes coulaient déjà sur son visage. Elle posa le téléphone portable sur ses genoux et se couvrit le visage de ses mains, pleurant seule. Le petit matin semblait durer éternellement. Elle regarda Emilia qui était allongée immobile et murmura « Écoute mon amour, nous ne sommes pas seuls. Il y a tant de mères avec toi, tant. » Mais au fond d'elle-même, la solitude était toujours là. La pièce était froide, la nuit était longue. Et Laura savait que lorsque les messages cesseraient d'arriver, elle serait toujours là, juste une mère pleurant doucement à côté de sa fille qui luttait pour respirer. Et dans ce profond silence entre les messages qui arrivaient et ceux qui partaient, Laura sentait que sa douleur faisait désormais partie de celle de beaucoup d'autres, et cela la faisait pleurer encore plus. Le couloir semblait plus froid en ce matin qui commençait à peine. L'horloge faisait tic-tac bruyamment. Une odeur de café froid émanait de la cuisine. Laura était assise sur une chaise en plastique, les mains serrant le collier, les yeux fixés sur la porte vitrée opaque de la salle de réunion. La porte s'ouvrit lentement. Un médecin entra précipitamment, la cravate de travers, le visage fatigué. Le docteur Morales ne regarda personne. Il passa devant Laura sans la voir. Sa main tremblait. Il entra dans la pièce. La porte se referma. À travers la vitre, on pouvait voir des ombres et des gestes, mais rien de clair. Quelques minutes plus tard, le docteur Ramirez arriva avec un dossier rempli de documents. Il se tint devant Laura et lui dit doucement « Je vais leur parler. Restez ici, s'il vous plaît. » Il entra. La vitre étouffait les voix, mais certains mots s'échappaient, tranchant dans l'air. C'était la voix rauque du docteur Morales. « Je veux demander un congé. Je ne peux pas continuer comme ça. » Silence. Puis une autre voix sèche provenant de quelqu'un de l'administration. « Docteur, ce n'est pas le moment. Nous allons régler cela en interne. » Morales prit une profonde inspiration, comme s'il avalait du verre brisé. Ils m'ont mis la pression. Ils m'ont dit « N'écrivez rien, ne compliquez pas les choses. » J'ai demandé, il y avait des signes, mais ils m'ont demandé d'être rapide, signer et clôturer le dossier. J'ai signé. Laura ferma les yeux dans son fauteuil et eut un haut-le-cœur. Elle se couvrit la bouche de la main pour ne pas faire de bruit. Son cœur battait dans son cou. À l'intérieur, Ramirez frappa le dossier sur la table, pas fort mais fermement. Il y avait une enfant, une mère dehors. Ce n'est pas le protocole, c'est la vie. La femme en tailleur toussa doucement, essayant de sourire sans sourire. « Docteur, s'il vous plaît, l'hôpital a déjà publié un communiqué. Une erreur rare et maîtrisée. Restons calmes. Pas d'interview, pas de documents qui circulent. Pensez aux conséquences pour votre carrière et celle de tout le monde. » Morales murmura, dévasté. « Je veux juste dormir. Je n'ai pas dormi depuis 3 nuits. Je vois son visage quand je ferme les yeux. » Ramirez tira une chaise et s'assit lentement, comme s'il choisissait des mots qui ne feraient pas de mal, même s'il devait les dire. « Docteur, vous n'êtes pas le seul à blâmer, mais personne ici ne va cacher cela. Ne parlez pas comme ça. » Un administrateur intervint d'un ton plus sévère. « Faites attention à ce que vous dites. Il ne faut surtout pas que la réputation de l'hôpital soit ternie. Avez-vous pensé aux journaux? Avez-vous pensé au conseil d'administration ?»
À travers la vitre, Laura vit le moment où Morales retira son badge et le posa sur la table. Ses mains étaient vides, perdues. Il semblait plus petit. « J'accepte ma retraite », dit-il sans lever les yeux. « Mais ne me demandez pas de mentir. Je ne peux pas. » Un profond soupir remplit la pièce. La climatisation faisait un bruit constant, presque cruel. Ramirez posa ses 2 mains sur la table et regarda chacun d'entre eux. « Ça suffit. Soit nous disons la vérité, soit je pars. » Le silence qui suivit lui fit mal aux oreilles. La femme en tailleur croisa les bras sans répondre. L'homme en blouse regardait par la fenêtre, s'échappant. Morales, les yeux rouges, fixait le vide à l'extérieur. Laura se leva sans s'en rendre compte. Ses jambes tremblaient, elle appuya son front contre la vitre froide. Elle n'entra pas, elle ne cria pas. Elle laissa simplement les larmes couler en silence à l'intérieur. Personne ne bougea d'un pouce, personne ne décrocha le téléphone. Le monde resta immobile pendant quelques longues secondes. On n'entendait que l'air froid qui soufflait et, au loin, un moniteur qui battait à un rythme faible mais vif. Ramirez ne recula pas. Il ne détourna pas le regard. Et dans ce silence pesant, ces mots flottaient dans l'air comme un avertissement impossible à ignorer. La vérité ou rien. Le son du moniteur cardiaque continuait son rythme régulier, cette musique vivante qui faisait déjà partie du cœur de Laura. Elle se tenait à côté du lit comme toujours, tenant la main de sa fille, murmurant des mots doux, presque comme une chanson. Mais soudain, le bip changea. Le moniteur se mit à émettre des sons rapides et irréguliers, déchirant l'air de ses aigus. Le corps d'Emilia bougea légèrement, et la pièce, qui était silencieuse auparavant, s'anima. « Madame, vous devez partir. »« Non, laissez-moi rester, c'est ma fille !» cria Laura en résistant, mais ils la firent sortir de la pièce. La porte se referma devant elle. De l'autre côté, elle n'entendait que des voix précipitées, des bruits de pas, des ordres urgents. Laura posa ses mains sur la porte vitrée, essayant de voir, essayant d'entendre. Son cœur semblait sur le point d'exploser. Les larmes coulaient sans discontinuer. Soudain, son corps perdit toute force et elle tomba à genoux dans le couloir froid, sans se soucier de qui la voyait. « Ne me l'enlevez pas à nouveau, mon Dieu, je vous en supplie !» implora-t-elle entre 2 sanglots, se frappant la poitrine avec la main. « Je vous en prie, ne me l'enlevez pas. » Et si c'est Asinosokobomoudi. Certaines personnes qui passaient par là s'arrêtèrent, mais personne n'osa dire quoi que ce soit. C'était la douleur d'une mère, et aucun mot ne pouvait l'aider. Les minutes qui suivirent lui semblèrent une éternité. Chaque seconde lui semblait durer une vie. Le silence entre les bips du moniteur, que l'on pouvait entendre à travers la fente de la porte, résonnait comme un marteau dans l'âme de Laura. Puis, enfin, la porte s'ouvrit. Le docteur Ramirez sortit. Son visage trahissait son épuisement. Des gouttes de sueur perlaient sur son front, mais quelque chose fit s'arrêter le cœur de Laura pendant un instant. Il sourit légèrement et s'accroupit devant elle. Elle était toujours à genoux, et il lui parla calmement mais fermement. Elle est à nouveau stable. Laura se couvrit le visage de ses mains et pleura de soulagement. Elle se leva d'un bond et courut vers la vitre de l'unité de soins intensifs. Elle appuya son front contre la vitre froide et regarda à l'intérieur. Emilia était allongée là, fragile, entourée de machines, mais elle respirait. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement et régulièrement. Laura passa sa main sur la vitre comme si elle pouvait toucher sa fille de là. Les larmes ne cessaient de couler, mais elles étaient différentes maintenant. C'étaient des larmes d'espoir. « Ma fille, tu es là ?» murmura-t-elle d'une voix brisée. « Merci, mon Dieu, merci. » À ce moment-là, le cœur de Laura, qui avait déjà connu les abîmes les plus sombres, ressentit à nouveau un souffle de vie. L'espoir, encore fragile, renaquit, et elle s'y accrocha comme quelqu'un s'accroche à la dernière lueur d'espoir pour continuer à vivre. La pièce était plongée dans l'obscurité. Seule la douce lumière de l'aube pénétrait par la fenêtre, se mêlant à la faible lueur du moniteur cardiaque. Le son des bips rythmiques faisait désormais partie de la routine de Laura. Elle était assise à côté du lit, fatiguée mais incapable de quitter sa place. Elle tenait la main de sa fille comme si elle tenait un miracle. De l'autre main, elle lui caressait les cheveux et chantait parfois doucement la même chanson qu'elle chantait à Emilia quand elle était petite pour l'aider à s'endormir. « Dors, ma petite fille. Maman est là. » Sa voix tremblait, brisée par les larmes qui mouillaient l'oreiller de sa fille. Soudain, quelque chose de presque invisible se produisit. Les doigts d'Emilia, qui étaient immobiles, bougèrent, d'abord un puis deux, si légèrement que cela ressemblait à un souffle d'air, mais Laura le sentit. Elle resta immobile, son cœur se mit à battre très fort. Elle ferma les yeux,
ne sachant pas si c'était réel ou si elle l'avait imaginé. Puis elle saisit fermement sa petite main et la porta près de son visage. « Tu m'entends, mon amour? C'est moi, maman. Je suis là, » murmura-t-elle, comme si elle avait peur d'effrayer ce miracle. Les larmes coulaient à flots. Elle embrassa ses petits doigts, un par un, avec tout son amour, comme si c'était la première fois qu'elle touchait sa fille. Et puis cela arriva, lentement, très lentement, mais pour de vrai. Les yeux d'Emilia s'ouvrirent, d'abord légèrement, avec un regard confus comme celui de quelqu'un qui se réveille d'un sommeil très profond, mais ils étaient vivants, ils étaient là. Laura se couvrit la bouche avec la main, essayant de ne pas crier. Ses jambes tremblaient, sa poitrine brûlait. « Dieu merci, répétait-elle en pleurant doucement, la voix brisée. Elle courut vers la porte et cria de toutes ses forces. « Docteur, infirmière, elle ouvre les yeux !» Elle courut vers le lit, saisit à nouveau la main de sa fille et murmura « Je suis là, mon amour, n'aie pas peur, maman est avec toi. » Les médecins se précipitèrent. L'équipe entoura le lit, mais Laura ne bougea pas. Ses yeux étaient fixés sur ceux de sa fille, qui clignait lentement des paupières, essayant de reconnaître à nouveau le monde. Laura ajusta la chaise, la rapprocha du lit et resta là à regarder. Sa main reposait sur la petite main d'Emilia, craignant de la serrer trop fort, craignant de la lâcher. « Ma vie », murmura-t-elle comme si elle parlait à un oiseau blessé. « Je suis là ». Les yeux fatigués d'Emilia bougeaient d'avant en arrière comme s'ils apprenaient encore à rester ouverts. Sa bouche essayait de former un son, mais rien ne sortait. Puis, avec effort, un filet de voix rompit le silence. « J'ai froid ». Laura fut agréablement surprise. C'était une voix, c'était un mot, c'était sa fille qui répondait à sa mère à l'intérieur de son corps. Sans réfléchir, elle ôta son propre manteau et couvrit soigneusement la fillette en l'enveloppant autour de ses épaules, de sa poitrine et de ses bras maigres. Elle frotta ses mains sur la couverture pour la réchauffer, comme elle le faisait quand Emilia était bébé et pleurait au petit matin. « Voilà, voilà mon amour, voilà, voilà ». La voix de Laura tremblait, mais elle était ferme et pleine d'affection. « Prends ce petit câlin, c'est ma chaleur, rien que pour toi. » Elle approcha son visage, posa son front sur celui de sa fille, sentit la chaleur, l'odeur simple du savon de l'hôpital mélangée à son parfum, qui était celui de la maison. Elle embrassa lentement ses cheveux, embrassa le bout de son nez. « Je ne te laisserai plus jamais seule, mon amour, plus jamais, » dit-elle comme une promesse. « Si tu dors, je resterai. Si tu te réveilles, je serai là. Si tu trembles, je te couvrirai. Je suis ta petite couverture. » Les yeux d'Emilia brillaient de larmes. Les coins de sa bouche voulaient former un petit sourire. Elle prit une courte inspiration. Laura réarrangea la couverture, passa son doigt sur la lettre E du collier de sa fille et sourit à travers ses larmes. « Mon E pour Emilia. Mon E pour toi qui es là. » Elles restèrent ainsi pendant un moment, sans horloge. Laura chanta très doucement, presque juste de l'air. « Dors, ma fille, maman est là. » La petite main d'Emilia serra légèrement les doigts de sa mère, très légèrement, mais suffisamment pour illuminer tout l'univers intérieur de Laura. Elle se mordit la lèvre pour ne pas sangloter bruyamment. Des larmes chaudes tombèrent sur la couverture et se perdirent dans le tissu. « Merci » murmura Emilia, presque sans bruit, comme quelqu'un qui souffle sur une prière. « Merci » répondit Laura avec un sourire baigné de larmes. « Pour être revenue vers moi. » Le bip continuait, la petite lumière verte clignotait, et la respiration courte mais régulière de la petite fille remplissait la pièce du son magnifique d'une vie nouvelle et fragile. Emilia cligna lentement des yeux et regarda sa mère comme si elle cherchait un refuge. Puis, effrayée par sa propre question, elle murmura « Je suis morte, maman ». Laura posa sa main sur sa poitrine et sentit son cœur battre rapidement, comme s'il voulait répondre le premier. Elle ravala ses larmes afin que sa voix sorte claire. Elle passa son pouce sur la joue de sa fille, essuyant une goutte brillante qui pouvait être de la sueur ou une larme. Elle faillit dire très doucement, en regardant sa fille dans les yeux, « Oui, mon amour, mais ton cœur a été plus fort. » Emilia expira avec un petit gémissement d'épuisement, les yeux remplis de larmes, non pas de douleur, mais d'une peur ancestrale. Laura ne retint pas ses larmes, elle les laissa couler, posant son visage dans la main de sa fille, comme pour lui demander la permission de pleurer là. « Je suis désolée » murmura Emilia sans conviction, comme les enfants qui s'excusent même pour le vent. « Non, mon amour, tu n'as pas à t'excuser » dit Laura, la voix brisée et douce. « Tu t'es battue, tu es restée, je suis là. » Elles restèrent toutes deux silencieuses. Seules, leurs larmes coulaient. Il n'y avait pas d'urgence.
Pas d'explication. Laura inspira avec sa fille et expira avec elle, trouvant un rythme commun, une façon de respirer qui leur appartenait à toutes les deux. Le monde extérieur recommençait à se manifester par de petits bruits. Un chariot qui grinçait dans le couloir, une chaussure lointaine qui frappait le sol, le vent qui caressait doucement la fenêtre. À l'intérieur, cependant, il n'y avait que la musique provenant du moniteur et deux vies collées l'une à l'autre, une mère et une fille partageant la chaleur entre les couvertures, les prières et les promesses simples. Laura approcha sa bouche de l'oreille d'Emilia et répéta « Je suis là ». Et Emilia ferma les yeux un instant sans crainte, comme quelqu'un qui se repose dans un mot qui est un refuge. Toute la pièce respirait à l'unisson. Il n'y avait que leur respiration à toutes les deux et le bruit du monde qui revenait. Le murmure à l'extérieur de l'hôpital s'intensifia. Chaque jour, des caméras à la porte, des journalistes appelant Laura, des gros titres dans les journaux, des commentaires à la radio, une enquête officielle, 2 médecins suspendus, des mots lourds, des titres forts. Pour beaucoup de gens, c'était une nouvelle pour Laura. Ce n'était que le reflet d'une blessure qui ne guérirait jamais. Dans le couloir, elle voyait des avocats aller et venir, des employés chuchoter dans les coins, des affiches collées au mur avec des avis d'enquête. C'était comme si tout l'hôpital était devenu une salle d'audience. Mais à l'intérieur de la chambre, rien de tout cela n'avait d'importance. Là, le temps avait un rythme différent. Laura ajusta l'oreiller, passa sa main dans les cheveux d'Emilia, chanta doucement. Le bip constant du moniteur était la seule musique qu'elle voulait entendre. Dehors, le monde réclamait justice. À l'intérieur, son cœur ne réclamait que la vie. « Tu sais quoi, mon amour ?» dit-elle, assise sur le bord du lit, en regardant le visage serein de sa fille. « Laisse-les enquêter, laisse-les poser des questions, laisse-les punir. Je veux juste te voir dormir paisiblement, c'est tout. » Emilia, encore fragile mais les yeux ouverts et alertes, la regarda lentement. Un petit sourire timide apparut au coin de sa bouche. Ce sourire, bien que petit, valait plus que n'importe quel gros titre, plus que n'importe quel procès. Laura posa son front contre celui de sa fille, respirant profondément. L'odeur de sa fille, la chaleur de sa peau, la vie qui s'y trouvait, étaient la seule victoire qui comptait. Oui, la justice commençait à faire son œuvre. Des papiers étaient signés, des médecins suspendus, la loi avançait aussi lentement que jamais. Mais pour Laura, rien de tout cela n'avait le poids de la scène qui se déroulait sous ses yeux. Sa fille était vivante, elle respirait, elle était capable de sourire à nouveau. Elle prit la petite main d'Emilia, l'embrassa doucement et ferma les yeux. C'est cela qui compte, te voir rire et te voir dormir paisiblement. Le reste, elle le savait, pouvait attendre. Le soleil filtrait à travers la fenêtre du salon, remplissant l'espace d'une douce lumière dorée qui semblait annoncer que cette journée serait différente. La table était décorée de fleurs simples, avec un gâteau fait maison au centre et des ballons bleus et blancs attachés aux chaises. Ce n'était pas une grande fête, mais c'était une fête pleine de vie. Laura dressa la table, regardant Emilia, maintenant âgée de 10 ans, courir d'un bout à l'autre de la maison en riant, les cheveux lâchés et flottant au vent. Il y a 1 an, elle se battait entre la vie et la mort. Aujourd'hui, elle courait comme si elle avait des ailes. « Maman, regarde !» Emilia tournait sur elle-même au milieu de la pièce, virevoltant dans sa nouvelle robe. 10 ans. Laura rit et applaudit, mais bientôt ses yeux se remplirent de larmes. À chaque rire de sa fille, elle se souvenait du cercueil, du froid, du silence. Mais elle se souvenait aussi de la chaleur sur son visage, du miracle qui l'avait ramenée après avoir chanté Las Mañanitas, alors que tout le monde mangeait un morceau de gâteau et que la maison était plongée dans un silence confortable. Laura appela sa fille pour qu'elle s'approche. « Viens ici, mon amour, j'ai quelque chose pour toi. » Laura sortit une petite boîte en velours bleu de la poche de sa robe. Emilia ouvrit les yeux avec curiosité et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, un délicat collier en argent scintillait avec un pendentif en forme de cœur et la lettre E gravée au centre, très similaire à l'ancien mais plus jolie. Pendant un instant, Emilia resta silencieuse, les yeux remplis de larmes. Elle passa son petit doigt sur le pendentif, puis leva les yeux vers sa mère. « Maman, c'est pour moi ?» Laura sourit à travers ses larmes. « Bien sûr, parce que tu es mon E, mon Emilia, mon espoir, mon étoile. » La fillette se mordit la lèvre, essayant de retenir ses émotions, et répondit avec un grand sourire plein de vie. « Maintenant, je vais vivre longtemps. » Laura passa le collier autour du cou de sa fille, l'ajustant lentement, comme pour faire une promesse, puis l'embrassa sur le front, respirant profondément le doux parfum de l'enfance.
Emilia bondit et courut jouer avec les autres enfants, son nouveau cœur battant fort, ses yeux brillants comme jamais auparavant. Laura resta immobile à la regarder, et à ce moment-là, elle comprit qu'il n'y avait pas de plus beau cadeau que de voir sa fille courir à nouveau librement, portant dans sa poitrine non seulement un collier, mais aussi la certitude que la vie avait encore beaucoup à lui offrir. Dites-moi, si cela avait été votre fille, votre fils, auriez-vous ressenti la chaleur de sa peau ou auriez-vous quitté la pièce pour toujours? Écrivez ici dans les commentaires ce que vous auriez fait à la place de Laura, du médecin ou même de l'infirmière. Je veux vraiment lire votre opinion, car votre voix compte aussi. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir chaque nouvelle histoire avant tout le monde. Des histoires qui nous touchent, qui nous font pleurer, mais qui nous font aussi réfléchir à ce qui compte vraiment. Cliquez sur cette vidéo qui apparaît ici. C'est une histoire très émouvante qui a déjà fait pleurer beaucoup de gens et les a amenés à repenser à la vie. Je vous promets que vous ne l'oublierez pas.